Je m'appelle Jeremy Wade. Je suis biologiste et pêcheur de l'extrême. Sa mort! Au cours de mes 30 épisodes de River Monsters, filmés dans plus de 20 pays, j'ai voyagé jusque dans les endroits les plus reculés du monde pour vous montrer des créatures d'eau douce insolites et légendaires. Oh, regardez-moi ce poisson! Je revis aujourd'hui avec vous mes aventures de River Monsters, afin de vous révéler les incroyables coulisses de mes chasses aux poissons. Des moments inattendus. Oh, on aurait fait n'importe quoi pour avoir un poisson. Aux moments les plus terrifiants. Et c'est là que le nez de l'avion s'est... Voici les histoires inédites de River Monsters. Derrière chaque monstre d'eau douce se cache une histoire inédite. Dans cet épisode spécial de River Monsters, je vous emmène sous la surface, comme jamais je ne l'ai fait auparavant, et vous révèle tout ce que requièrent en réalité les images finales que vous obtenez. Avec River Monsters, je suis allé partout dans le monde, et même si on essaie de planifier ces expéditions très méticuleusement, il y a toujours un élément que l'on ne contrôle pas, la météo. Des tempêtes que vous ne pouvez même pas imaginer. Des vents d'une vitesse phénoménale. Des crues subites. Personne n'a jamais pêché le gounch dans ces conditions. Et la mousson commence pour de vrai. Ça, c'est le chemin pour rentrer, donc il va falloir que je me débrouille d'une façon ou d'une autre. En règle générale, on continue parce qu'on ne prévoit pas vraiment de marge. Et puis de toute façon, ce sont des choses qui font partie de la vie. Rien n'empêchera Jérémy de pêcher. Et c'est pour cette raison qu'il est l'un des meilleurs pêcheurs au monde. Au Congo, on a eu les pluies les plus torrentielles que j'ai jamais vues de ma vie. Le ciel nous tombait sur la tête. La pluie était tellement dense qu'on avait du mal à respirer. Quand ça devient aussi difficile, même si j'ai envie de continuer à pêcher, le matériel peut ne pas fonctionner correctement. On est en train de tourner, on est sur l'eau, et l'orage nous tombe dessus. Et on continue à filmer. Même avec ce qu'on a pour nous protéger, on finit tout de même par abîmer le matériel. Mais on ne peut pas arrêter Jérémy quand il pourchasse un poisson. À la fin de cette séquence, il a fallu qu'on arrête le tournage pendant une journée, parce que la lentille de la caméra était pleine d'eau. Comme on était au cœur du Congo, on ne pouvait pas obtenir d'autres lentilles. Donc on s'est lancé dans un long processus de récupération de la lentille en la séchant au feu de bois. Elle et les éléments qui avaient été abîmés pour essayer de faire disparaître la condensation. Mais ça a marché. La plupart du temps, l'équipe est composée de moi et de 4 autres personnes. On ne peut pas aller au-delà. Parfois, c'est juste moi et un caméraman, mais généralement, je suis accompagné du réalisateur, du caméraman, de l'ingé son et de l'assistant de production. C'est un peu comme être en tournée. Une fois, ça nous est même arrivé qu'un chauffeur nous regarde et nous demande « Vous êtes un groupe de rock ?» Et on a répondu « Non, juste une équipe de tournage. » J'imagine qu'être dans un groupe de rock, c'est plus prestigieux et qu'on dort dans des 5 étoiles. Mais quand on est sur le tournage de River Monsters, vu les endroits dans lesquels on se rend, on est obligé de camper. L'un des voyages les plus mémorables en termes d'hébergement a été le Congo, dans la forêt tropicale humide d'Afrique centrale. On n'y trouve évidemment pas de motel, donc il faut tout faire soi-même et amener toutes les provisions. On savait qu'on en avait pour des semaines à cet endroit-là, donc on a commencé à ajouter des touches personnelles, et au final, c'est devenu un vrai petit chez nous, loin de chez nous. On a aménagé une sorte de petite cuisine et une petite salle à manger. Tout notre équipement était entreposé dans un bâtiment à l'abandon à côté des tentes. Tout était en sécurité et au sec. Chacun son tour, on devait préparer les repas sur le feu et quelquefois c'était mangeable. On a aussi aménagé un coin douche pour pouvoir se laver tous les jours. Et le luxe ultime, c'était des toilettes dignes de ce nom qu'on a fabriquées en achetant un abattant dans une petite ville sur le chemin. Quand on filme, on voyage énormément. On bouge beaucoup d'un endroit à un autre. Dans des petits coucous, des hydravions pour amérir, des trains de nuit, des hélicoptères, des péniches et même des motos.
Des studios de River Monsters au lieu de tournage, ce n'était pas inhabituel de faire 36 heures de voyage. C'était des expériences épuisantes. Et ce qu'on était obligé de faire pendant ces voyages, c'était saisir l'occasion de dormir un peu dès qu'elle se présentait. La plupart du temps, quand on voyage, on est sur l'eau. Et la raison, c'est que dans beaucoup d'endroits, il n'y a simplement pas de route. Voyager sur l'eau est l'une des choses qui m'inquiète le plus. Parce que si quelque chose nous arrive sans qu'il y ait de route à proximité, eh bien, on est tout seul. L'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai vécues s'est passée sur le fleuve Essequibo, en Guyane, en Amérique du Sud. C'était une véritable expédition. La région était inhabitée, donc on avait essayé d'être complètement autonome. On n'avait pas beaucoup d'options sur la façon de récupérer du carburant ou de la nourriture, donc on avait tout sur nous. On était une équipe de 4 ou 5 personnes, et on avait quelques autochtones venus pour nous aider, en plus de provisions et de gros bidons de carburant. On naviguait sur des rapides, grâce à un guide de la région. Ce jour-là, on remontait le fleuve, et à un moment donné, en regardant derrière nous, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus personne. Il y a eu un problème, on rebrousse chemin. On remontait la rivière, et les bateaux derrière nous ont été retenus par quelque chose. Et d'un coup, on a vu des choses qui flottaient sur l'eau un peu partout. Les bidons et d'autres paquets. On a compris qu'il y avait eu un problème avec un bateau. On était arrêtés au milieu de la rivière. On avait parlé avec le réalisateur qui se trouvait dans un autre bateau. Et il avait dit qu'il était d'accord pour qu'on range le matériel puisqu'on avait une longue journée devant nous. Donc Brendan, le caméraman, a enlevé la caméra de son harnais, s'est levé pour se détendre les jambes et je me rappelle avoir entendu dire « Ils vont nous percuter !» Mais le temps que je tourne la tête, le bateau nous passait dessus. On voyait qu'il y avait eu une collision. On voyait qu'un des bateaux avait été percuté par un autre. Il n'y avait pas que des gens dans ces embarcations. Il y avait aussi beaucoup de matériel. Donc le bateau avait beaucoup d'élan. On s'est vite rendu compte que le bateau qui avait été percuté s'était retourné. Le caméraman et un autre membre de l'équipe étaient tombés à l'eau. Je suis remonté à la surface et j'ai vu tout ce carnage, tout l'équipement dans l'eau. Et pas de Brendan. Je l'ai appelé. Pas de réponse. On était en permanence sur des bateaux, donc ce n'était certainement qu'une question de temps avant que quelque chose n'arrive. La première question que nous nous sommes posée, c'est « Est-ce que tout le monde va bien ?» Je crois que je n'oublierai jamais cet instant où je me suis retourné et où j'ai vu le bateau qui allait nous percuter. C'est difficile de se souvenir de l'impact, parce que ça a été un gros choc pour tout le monde. Je portais le système de support de la caméra, un harnais attaché sur moi pour filmer sans trépied. Et je venais à l'instant de décrocher la caméra du harnais. Si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas en train de vous parler. Je me serais noyé. Je n'arrive pas vraiment à fournir une explication rationnelle sur le fait que je n'ai pas voulu lâcher tout de suite la caméra. J'ai d'abord coulé à pic à cause du poids de l'appareil. Tout cet équipement pesait très lourd. La caméra faisait 15-20 kilos et il avait le harnais en plus. C'est seulement au fond, quand j'ai vu la forme du bateau à la surface, que j'ai réalisé que je devais lâcher la caméra. Je ne sais pas combien de temps il est resté sous l'eau, mais en remontant, il était très pâle. Il suffoquait, il bataillait pour rester à flot. James a vu ce qui se passait et il a tout de suite compris. Il m'a retiré le harnais et m'a hissé sur le bateau. Malgré cet épisode de panique, on a vite compris que tout le monde était sain et sauf, et ça a été un véritable soulagement. Parce que les gens avec lesquels on travaille finissent par devenir de vrais amis, et on n'a pas envie que quoi que ce soit leur arrive. Donc, on a tous été très soulagés. Je pense que quand ce genre d'accident arrive dans son pays, on appelle quelqu'un pour nous réparer ça, un technicien qui vient s'en occuper. On prend un jour de repos, un peu de bon temps, et voilà. Mais si on est aussi loin, c'est pour filmer. On a des délais très serrés et on perd du temps, donc il faut y aller. On sauve ce qu'on peut sauver. On a perdu une caméra, mais on a des caméras de secours. Il y a encore plein de choses qu'on peut faire avec ça. On a une émission à tourner, un monstre d'eau douce à attraper. On n'a pas eu d'autres problèmes après ça, mais ça a tout de même été très éprouvant
jusqu'à ce qu'on finisse par obtenir ce qu'on voulait. Je le savais, il y a bel et bien des monstres dans cet endroit. Le fait de voyager, et en particulier dans des endroits si reculés, peut donc s'avérer très dangereux. C'est pour ça qu'il faut rester très attentif quand on va d'un endroit à un autre. Mais garder constamment un tel niveau de concentration est plus facile à dire qu'à faire. Et il suffit d'une petite erreur pour vous gâcher toute une journée. D'habitude, quand je tiens un poisson dans mes mains, je suis très concentré. Mais il y a toujours des choses pour nous distraire, ne serait-ce que le réalisateur ou le caméraman. Donc à ce moment-là, je ne prêtais pas assez attention au poisson. Il n'était pas très gros, et je pense que quand c'est le cas, forcément, on baisse sa garde. Oh putain, fiche. Et là, j'ai pété les plombs. Putain. J'étais un tout petit peu grossier. Il m'a rentré ses épines dans le dos de la main, putain. La machine à bip a beaucoup servi. Ça faisait très mal et j'étais un peu sous le choc. C'était vraiment très douloureux. C'est pas vrai! Les poissons-chats ont cette espèce d'horrible mucus sur leurs épines et je pense qu'une des épines a touché un nerf. En tout cas, la douleur était affreuse. Je crois que ça a été une bonne piqûre de rappel sur le fait qu'on ne puisse pas s'accorder même une seule seconde d'inattention. D'autant plus que dans cet épisode, je cherchais une raie qui possédait un dard très tranchant au niveau de la queue. Et quand c'est ce genre de dard qui vous transperce la peau, là, il n'est plus question de simple douleur, c'est votre vie qui est en danger. Vous êtes sur le point de voir un peu de chirurgie. C'est une blessure très commune chez les pêcheurs. C'est quelque chose qu'ils ne devraient pas faire, mais qu'ils font quand même, c'est-à-dire mordre la ligne avec leurs dents. En l'occurrence, j'étais en train de resserrer un nœud, et je me suis cassé la dent. Donc pour éviter les faux raccords, Barney, notre réalisateur aux multiples talents, va se livrer à un petit acte de chirurgie au bord de la rivière. Heureusement, la superglue fait partie de l'attirail de base du pêcheur. J'en mets sur les nœuds, pour être sûr qu'ils tiennent. Je crois qu'une mouche s'est posée sur moi. Quoi? Tais-toi. S'il s'y était mal pris, j'aurais pu finir avec le doigt du réalisateur collé à ma bouche. Ça m'a l'air bon. T'es content? En fait, deux de mes dents du dessus, devant, sont en partie faites de plastique. C'est bien positionné? Ouais. Comme neuf. Qui a dit que les Anglais avaient des dents pourries? Généralement, quand les gens parlent de poissons dangereux, ils mentionnent les dents, ou peut-être les épines. Mais un poisson a plein d'autres moyens de vous faire mal. Oui, j'ai peur. Il dit Jérémy a peur. Je crois que c'est assez évident. L'arapaima, en Amérique du Sud. C'est un poisson très grand et très puissant. Il possède une tête avec des os saillants et en réalité, il s'en sert comme le ferait un bélier. On essayait de piéger un arapaima dans un filet. À ce jour, je ne sais toujours pas s'il essayait simplement de s'échapper ou s'il a vu ma silhouette et s'est dit « Toi, je vais t'avoir ». Il m'a frappé en pleine poitrine. Il m'a fait si mal et il m'a fait un tel bleu que je pouvais encore le sentir 6 semaines après. Ça a été très douloureux, mais heureusement, je n'ai pas eu de séquelles. Cela dit, je ne peux pas en dire autant de cet accident qui m'est arrivé en Thaïlande, où je pêchais dans une rivière pas loin de la capitale, Bangkok. On avait entendu dire qu'il y avait d'énormes raies dans cette rivière, des bêtes gigantesques que les gens mettaient des heures à remonter. C'était de la pêche très physique et très rudimentaire. Ce sont des poissons qui non seulement sont très lourds, mais qui en plus, à cause de leur forme, peuvent quasiment se coller au fond de la rivière. Dans beaucoup de situations, le réalisateur avait d'un coup une idée de génie et me faisait faire quelque chose qui pouvait sembler un peu bête au départ. En Thaïlande, on m'a demandé de sauter du bateau pour atterrir sur la berge, dans cette espèce de boue visqueuse, puis d'avancer sur quelques mètres.
J'ai l'impression d'être très lourd en marchant dans cette boue. La raie est un animal très plat, un peu comme une raquette à neige, donc elle ne coule pas là-dedans. Mais si elle le veut, elle peut battre un peu des ailes et descendre vers le fond. Donc, pour résumer, je vais essayer de pêcher un poisson qui fait 3 ou 4 fois ma taille, avec tout ce poids en plus par-dessus. Donc oui, ça va être du boulot de sortir un poisson comme ça de cette boue. C'était un très bon avant-goût de ce qui m'attendait. J'allais pêcher avec du matériel très très lourd. Je teste la résistance de la ligne. La canne à pêche était reliée à moi par un harnais. 2 autres bateaux coinçaient le nôtre pour éviter qu'il ne se retourne et quelqu'un derrière moi me tenait pour que je ne finisse pas dans l'eau. J'ai réussi à faire un poisson assez rapidement. Au bout de 5 ou 10 minutes, on avait compris que c'était une très grosse bête. J'ai l'impression d'avoir ferré la bonde de fond de la rivière. J'ai alors su que j'étais engagé dans une bataille qui pourrait s'avérer très très longue. Je ramène 5 cm par 5 cm et de temps à autre, le poisson se réveille et ramène 60 cm de ligne. Je pense que même après une vingtaine de minutes, je voulais que ça se termine. Je commence à me demander si je dois mettre mes lunettes. Pas à cause du soleil, mais parce que j'imagine bien cette canne à pêche se briser d'un coup et m'envoyer des éclats de fibres de verre et de carbone dans la figure. Jérémy était complètement possédé, très concentré. Cette raie allait être le plus gros poisson qu'il ait jamais sorti d'une rivière. Regardez-moi ça. Je crois qu'elle a décollé du fond de la rivière. Il y a eu un relâchement soudain. Le pire scénario qui pouvait se produire, c'est que la ligne se coince dans le moulinet et que le poisson décide de replonger vers le fond. Et dans ce cas-là, à moins que Jérémy n'arrive à couper sa ligne, la raie l'emmenait au fond avec elle. Entre le moment où je l'ai ferrée et celui où je l'ai vue à la surface, il a dû s'écouler presque 2 heures. Elle doit être à 1,50 m sous la surface. Je mangeais mes mots. Je n'arrivais plus à parler. On ne pouvait pas hisser un poisson pareil dans le bateau. On avait donc un filet sur le côté, et les hommes qui nous assistaient allaient le faire passer sous la raie à l'aide de tiges de bambou, puis rattraper les extrémités de l'autre côté. Elle est dedans, non? Le poisson était un peu trop éloigné du bateau. Il fallait donc que je lève la canne à pêche pour le ramener vers nous. Puis j'ai entendu un grand bruit sec. Je ne sentais plus du tout le poids de la raie. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir sur les images que je ne comprends pas du tout ce qui vient de se passer, que je n'y crois pas. Comment ai-je pu endurer ça pendant 2 heures et n'avoir rien à montrer à la fin? Voilà, regardez ça. La canne s'est brisée. Elle est un peu longue pour ce bateau, mais je voyais bien le poisson. On était sur le point de le mettre dans le filet. Et d'un coup, on a entendu ce bruit. Pendant une seconde, j'ai cru que mon épaule s'était démise, mais non. Quand je regarde ça, ce qui me passe par la tête, c'est que je ne saurais jamais la vraie taille qu'avait ce poisson. Si j'essaie de plier la canne, il y a un peu de souplesse, mais pas plus. Alors que sur les images, la canne formait presque un arc de cercle. Alors que moi, je peux à peine la plier. J'ai senti quelque chose dans mon bras, dans mon épaule. Quand mon bras est parti en arrière, j'ai un trou qui s'est formé ici dans la partie supérieure de mon bras. Normalement, sur le biceps, on a 2 tendons. On en a un qui attache le muscle ici et un autre qui attache le muscle ici. Et celui-là n'y est plus. Donc il y a un trou. Le muscle est là, mais il n'y a plus rien pour l'attacher. Il s'est rétracté, là. J'ai quelque chose comme 5 à 7% de force en moins dans ce bras. Mais je peux vivre avec. Je le regarde et je me souviens que ça a été infligé par une raie en Thaïlande. Ça fait encore mal de regarder ces images. Cela dit, le reste est moins grave. Et quand on tourne des centaines d'heures pour faire un épisode, on est sûr de filmer des choses qui ne se passent pas comme prévu. Mais au moins, on rigole bien. C'était quoi? Un dorado.
J'utilise un morceau de chair de noix de coco. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les pieds sont tombés. C'est là que je dors. J'espère que cette chose ne va pas m'y rejoindre. Prise 15. Je pense que nous aurions tort de venir au Brésil sans parler du sport national, qui est ici tellement apprécié que même les poissons y jouent. But! La plupart des rivières sont trop troubles pour qu'on y voie sous l'eau. C'est pourquoi je lance d'habitude une ligne. Pourquoi je dois lancer une... Désolé, je réfléchis en même temps. La plupart des rivières sont trop troubles pour que... Bla 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 bla. La plupart des rivières sont trop troubles pour qu'on puisse y voir sous l'eau. Quand on regarde dans le... Bla 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 bla. J'ai perdu le fil. Désolé, je viens de me rendre compte qu'il y a un enfant qui pleure. C'est sympa de pouvoir rire de soi de temps en temps, mais évidemment, quand les choses tournent mal, c'est la dernière chose qu'on ait envie de faire. Tout ce qui a pu être drôle disparaît quand d'un coup, on est projeté en plein cauchemar. Et c'est ce qui nous est arrivé au Suriname, sur la côte nord de l'Amérique du Sud. C'est un endroit très reculé. On est tout seul quand on est là-bas. On était sur le fleuve Corentine. Comme c'est souvent le cas, on se retrouve dans des endroits où si quoi que ce soit nous arrive, on ne peut pas appeler les services de secours comme ça. Ce serait une procédure très lourde d'obtenir de l'aide et un moyen de transport. Quand on filme, on fait avec la météo qu'on a. On peut filmer quand il pleut, mais ça rend les choses plus pénibles. D'autant plus que sous les tropiques, les orages sont violents. Et là, on ne veut pas être dehors sous la pluie pour des raisons de sécurité. Il ne faut pas brandir de canne en fibre de carbone, ni de perche-son, ni quoi que ce soit dans le genre. Ce jour-là, on était assis près de la rivière dans un village indien, à attendre que l'orage s'en aille. Au bout d'un moment, le ciel s'est dégagé. Donc on est reparti vers ces rochers situés au milieu de la rivière pour attraper des crabes et s'en servir d'appât. Beaucoup des choses que l'on fait ont un double but. On a toujours l'idée finale d'attraper notre poisson, mais on vit aussi de ce qu'on trouve sur place. On prend des provisions avec nous, mais si la faune dans la rivière est saine, alors on pêche aussi pour nos repas. On filmait donc sur le rocher, on était assez concentrés. Le mauvais temps était parti vers l'aval, donc on ne pensait pas courir le moindre risque. C'est un exemple classique de la pêche de base. On part de rien, à part un ou deux bâtons, mais sans appât, et on cherche des crabes dans les rochers. Puis, on ouvre un crabe en deux, et tout commence là. J'espère qu'on pourra... Sans même réfléchir, c'était un réflexe. Je me suis mis à plat ventre, parce que c'est debout qu'on risque le plus dans ce genre de situation. Putain, j'éteins la caméra? Ça vaut mieux, ouais. James portait un dispositif un peu comme un sac à dos au sommet duquel un bras lui passait au-dessus de la tête et au bout duquel la caméra était accrochée devant lui. Mon Dieu! C'est tombé sur nous. Enlève ton harnais, oui. On voulait juste monter dans les bateaux et repartir. On s'en va. C'est tombé plus loin. On monte dans les bateaux et on s'en va. C'est parti. J'ai jamais vu un truc pareil. C'était littéralement... À quelques mètres de nous, j'y crois pas.
Je pense que les pires minutes de toute cette expérience, ça a été au moment de monter dans les bateaux. On a allumé les moteurs parce qu'il fallait qu'on file de là, et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'un d'entre nous était allongé dans le bateau et ne bougeait plus. Et c'était notre ingé son, Chris. On va avoir besoin d'aide. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Vite, vite. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Jérémy, qu'est-ce qu'il y a? Notre ingénieur du son a été frappé par la foudre au niveau de la tête. Donc, on rentre au village indien. Peter est en train de lui administrer les premiers soins. Il lui verse de l'eau froide sur la tête. C'est très important qu'on garde la tête baissée. Je pense que le moment où j'ai vu Chris immobile au fond du bateau est l'un de ces moments où même si quelque chose est arrivé à quelqu'un d'autre que vous, c'est presque votre propre cœur qui s'arrête de battre. Pendant quelques instants, on voit que cette personne ne bouge pas et on se demande si elle est morte, si elle va mourir. Chris, est-ce que ça va? Tu peux m'entendre? Ce sont des types qui font partie de votre équipe. Ils sont là pour faire leur job, mais dans ce genre d'expédition, on s'attache forcément beaucoup aux gens avec lesquels on travaille. Et on a beaucoup de peine pour eux à ce moment-là. On a un problème. Stitch a été frappé par la foudre. Donc il faut réfléchir à ce qu'on va faire maintenant. Il faut appeler le bureau, voir s'il a besoin d'être évacué. Je comprenais ce qui s'était passé. En voyant cette énorme boule de lumière bleue me tomber sur la tête, avec ce bruit si fort, j'avais compris que j'avais été frappé par la foudre. J'ai dû être projeté 2 mètres en arrière et je suis tombé dans le bateau. Et là, j'ai pensé, est-ce que mon cœur va s'arrêter de battre? J'étais terrifié. J'entendais Dan, l'assistant de production, qui discutait d'une éventuelle évacuation par hélicoptère. On a eu une demi-heure à partir de là pour décider si on appelait ou non un avion pour venir nous chercher. Le problème, c'est que même si le téléphone satellite est plutôt fiable, il ne l'est pas toujours à 100%. Vous m'entendez? Il se peut qu'on n'ait pas de satellite tout de suite dans notre ligne de mire. On allume l'appareil, on regarde les barres qui nous disent si on va avoir une communication, on attend, ou bien on a quelqu'un, mais ça coupe. Vous m'entendez? Heureusement, on a vite compris que Chris se remettait et qu'il irait vite mieux. Mais c'est vrai que pendant un certain nombre de minutes, on a eu ce sentiment affreux que quelque chose de très grave aurait pu se passer. Ce sont ces chaussures à semelles en caoutchouc qui ont empêché la foudre de me traverser et de passer dans le sol. Je pense que si j'avais été pieds nus, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là. Est-ce que ça vous évoque des souvenirs? Eh bien, la dernière fois que j'ai essayé de manger une glace de ce genre, c'était en Thaïlande, au bord d'un lac, où j'avais pêché tout l'après-midi. Rien n'avait mordu, la journée avait été très chaude, et il y avait une boutique pas très loin. Donc quelqu'un est allé chercher des glaces. J'en avais vraiment envie. J'ai commencé à l'ouvrir, et non, en fait, je crois que je n'ai même pas eu le temps de déchirer l'emballage, que quelque chose s'est mis directement à mordre à l'un des appâts. Donc j'ai lâché la glace pour aller chercher le poisson. C'est un garpic alligator originaire d'Amérique du Nord. C'était l'heure de l'esquimau. Personne n'avait marché dessus, super. Donc je l'ai ramassé et j'ai commencé à l'ouvrir quand un autre poisson est arrivé. Le même scénario 3 fois. C'est un arapaima. 3, 2, 1... Ce que je vais vous raconter est sans doute la méthode la plus surprenante que j'ai vue pour appâter les poissons. D'habitude, dans la logique, je m'adresse aux autochtones et j'écoute leurs histoires, et le meilleur endroit pour ça, c'est le marché aux poissons. C'est le bon endroit pour commencer à voir le genre de poissons qu'on trouve dans l'eau, et, ce qui est plus important, pour rencontrer les gens qui s'y connaissent en poissons et qui pourraient nous donner de bons tuyaux.
L'activité peut être vraiment intense. Les gens sont là pour faire leur boulot et ils veulent le terminer le plus vite possible. Je sais bien que je ne dois pas rester dans le passage. J'essaie de mettre mon nez dans leurs affaires pour obtenir quelques infos, mais les gens circulent à toute vitesse. Il y a un type qui vient de passer avec une quantité incroyable de poissons sur la tête et il n'arrête pas de répéter « poussez-vous », pas seulement à moi, mais à tout le monde. Voilà donc ce qui se passe pendant que moi, je suis là à me gratter la tête et à regarder les étalages, qui, cela dit, sont très intéressants. Dans la plupart des endroits, si vous dites que vous êtes de la télé, les gens s'arrêtent. Mais dans les marchés aux poissons, ils s'en fichent. Ils veulent juste circuler. Mais je comprends parfaitement. Je comprends que quelqu'un avec 50 ou 80 kilos de poissons sur la tête n'ait pas envie de rester là à attendre que la voie se libère simplement parce qu'un type fait l'imbécile avec une caméra. Je m'intéressais à des histoires sur ces poissons-chats qu'on appelle les bagres lao-lao, qui auraient avalé des êtres humains, et aussi sur des piranhas qui auraient attaqué des gens. Ces chercheurs d'or vivent sur un bateau. Ils descendent sous l'eau avec un équipement de plongée et passent des heures à aspirer la vase du fond de la rivière. Puis, cette vase remontée sur le bateau pour être filtrée et donner éventuellement de l'or. J'ai donc voulu faire appel à eux pour savoir ce qu'ils voient sous l'eau quand ils y sont. Il y a certains endroits, et on sait bien lesquels, où on trouve beaucoup de piranhas, tous très affamés. Il suffit de laisser pendre un poisson juste au-dessus de l'eau, sur le côté du bateau, et ils se jetteront dessus et n'en feront qu'une bouchée. Il dit que dans des endroits comme ça, personne ne se baigne. Ainsi, quand on m'a donné l'occasion de descendre moi-même dans l'eau, c'est tout de même avec beaucoup de réticence que j'ai accepté. J'avais entendu ces histoires sur d'énormes poissons-chats qui engloutissaient des êtres humains et aussi sur des piranhas qui attaquaient des gens. En plus de ça, l'eau sur laquelle on était offrait une très mauvaise visibilité et on ne pouvait y voir aucune créature avant qu'elle ne vous arrive dessus. Et puis, il y avait le problème de l'équipement, qui avait l'air assez rudimentaire. Il y avait un gros compresseur sur le bateau qui envoyait de l'air par un tuyau. Rien à voir avec une bonne bouteille de plongée, juste un tuyau qui descend jusqu'à vous. Et pour avoir un peu de lumière au fond, ils se servent d'une ampoule électrique au bout d'un cordon. J'étais sur le point d'aller à l'eau quand on m'a dit de coincer cette chose dans l'élastique de mon masque. Je suis donc descendu dans l'eau avec ce fil électrique sous tension. Au moment où je suis entré dans l'eau, la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point la visibilité était mauvaise, même avec cette ampoule électrique que j'avais sur la tête. Je pouvais voir à 50 cm tout au plus. Donc, quand on est au fond et qu'on remue la vase avec un jet d'eau et qu'avec un autre tuyau, on est occupé à aspirer tout ça, quelque chose pourrait se trouver juste à côté de nous qu'on ne le verrait pas du tout. Je ne pouvais pas oublier le fait que cette rivière abrite d'énormes poissons-chats qui peuvent faire jusqu'à 2,70 m et dont la gueule peut engloutir un être humain en une seule bouchée. On se trouve dans leur environnement à eux, et on ne pourrait pas les voir avant qu'ils ne nous arrivent dessus. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête, mais évidemment sans trop y penser non plus. C'était très intéressant cette façon de plonger. Je ne sais pas si le butin est bon, mais c'est une journée de travail très particulière. C'était super de se retrouver dans le royaume des poissons-chats, mais ça m'intéressait tout autant de savoir si j'avais remonté un peu d'or. Waouh, regardez-moi ça! C'est de l'or! Et jusqu'à il y a une demi-heure, c'était au fond de la rivière. Ces types voient ça tous les jours. Mais pour moi, c'est énorme. C'est de l'or. Cette expérience sous l'eau, malgré le fait que je n'ai pas pu voir grand-chose, reste l'un de mes souvenirs de voyage les plus nets. Mais en matière de grosses frayeurs, rien n'est comparable au fait de se retrouver dans un avion en pleine chute. Cette fois-ci, j'ai tout vu, et la caméra aussi. J'essaye de rester calme, mais je ne suis pas très à l'aise dans un avion. Ça s'est passé il y a environ 10 ans, avant River Monsters.
J'étais en Amazonie et on filmait des plans aériens. L'avion était petit, n'avait qu'un seul moteur, et la porte principale était ouverte, de manière à obtenir de belles prises de vue. J'étais installé dans le siège du copilote et le pilote était à ma gauche. Et pendant la descente, on a entendu un énorme bruit. Et tout l'avion s'est mis à vibrer. C'était un problème dans le moteur. On voyait la cime des arbres se rapprocher de nous. Puis on a entendu les branches commencer à taper la carlingue de l'avion. J'ai pensé, ça va faire très mal. Puis tout s'est arrêté. À la première inspiration que j'ai prise, j'ai senti cette odeur d'essence suffocante. Et j'ai senti du liquide me couler sur les épaules. On avait survécu à l'impact, mais on allait mourir brûlé. L'eau commençait à grimper. J'ai essayé de détacher ma ceinture, mais sans succès. Et j'ai pensé que c'était la fin, que j'allais me noyer. J'ai sorti mon couteau pour essayer de couper ma ceinture quand le pilote me l'a détaché. On s'était écrasé dans des marais. Quand je suis sorti de l'avion, j'ai vu 4 personnes sur la rive. J'ai nagé jusqu'à elles et elles m'ont sorti de l'eau. Tout le monde était sain et sauf. Et par miracle, une caméra fonctionnait toujours. Ce pilote me dit qu'en 22 ans de vol, c'est la première fois qu'un truc pareil lui arrive. À cette époque-là, je montais une sorte de journal pour lequel je me filmais à la fin de chaque journée. J'essayais de mettre en mots ce que j'avais vécu et ressenti pendant la journée en question. Tout le monde était très... On avait passé une bonne journée. On avait très bien déjeuné. C'est particulier de vouloir mettre des mots sur quelque chose qui vous a tant touché. Je ne sais pas pourquoi. Et tout était normal. C'est monté d'un coup, et je n'ai pas pu continuer. Ce n'est pas étonnant qu'après ça, j'ai eu du mal à reprendre l'avion. Mais cette réticence n'était pas vraiment compatible avec mon métier. Je passe beaucoup de temps dans les airs, pas seulement pour aller d'un endroit à un autre, mais aussi dans de petits avions et des hélicoptères, pour filmer les superbes plans aériens qu'on voit dans tous les épisodes. Normalement, vous avez de la musique par-dessus. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ce que vous avez à l'écran, ce n'est pas toujours très fidèle à la réalité. La porte était grande ouverte et les membres de l'équipe étaient en train de hurler à l'arrière de l'avion. Donc, de temps en temps, il se peut qu'on ait eu à réarranger la réalité pour vous rapporter ces magnifiques prises de vue. Mais autrement, on n'a pas triché. Et c'est l'approche qu'on a adoptée depuis le premier jour, depuis le tournage du premier épisode de River Monsters, qui s'est déroulé en Inde, dans la chaîne de l'Himalaya. J'avais entendu des histoires sur des choses étranges qui se passaient dans une certaine rivière. Des gens avaient disparu. Certains disaient que c'était à cause d'un poisson très grand. Il était possible que ce soit l'œuvre d'une espèce appelée le goonch. Ça ressemble à un goonch, mais encore plus grand. L'animal pourrait atteindre des tailles inimaginables à cause de la coutume locale qui consiste à incinérer les morts au bord de la rivière et à jeter à l'eau les restes à moitié consumés. C'était très important qu'on attrape ce poisson, parce que sans poisson, on n'avait pas d'épisode. On aurait bien toutes les images du magnifique environnement dans lequel on était, mais pas de la bête en question. L'endroit où on s'est retrouvé pour pêcher était très dangereux. Les pluies de la mousson avaient commencé à tomber, et les courants étaient très puissants.
On est au début d'une éventuelle crue subite. Il ne pleut pas ici, mais l'eau est devenue sombre et brune d'un coup. Le niveau s'est élevé de 60 cm sous mes yeux. Il y a 2 jours, 4 pêcheurs du coin, qui connaissaient pourtant bien cette rivière, ont été emportés par les flots. Le gounge peut être très difficile à attraper, et on sombrait chaque jour un peu plus dans le désespoir. Les heures passaient. Parfois, on pêchait 24 heures sur 24, donc on était épuisé aussi bien physiquement que mentalement. Le t-shirt que je portais était un bon indicateur du temps qu'on avait déjà passé à pêcher. Il était de plus en plus troué, jusqu'à ce que je n'ai plus qu'une guenille sur le dos. Jérémy et moi avons dû faire 3 voyages en Inde, le tout s'élevant à 6 ou 7 semaines. On en était arrivé à un point où on aurait fait presque n'importe quoi pour attraper un poisson. On n'avait rien pêché pendant des jours, et on était au même endroit depuis des semaines. Quelque chose a mordu. Allez, allez. Il y a eu quelque chose dans ses yeux. Son comportement m'a fait dire qu'on y était. J'étais sous pression. Il fallait que je fournisse des résultats, que j'attrape ce poisson. Il est descendu jusqu'à l'eau et il a enlevé son microphone sans fil. Prenez-le. Il allait dans l'eau. Vous allez où? De l'autre côté. Vous allez dans l'eau? Oui. Non, non, s'il vous plaît, surtout pas. Le poisson va se libérer s'il va plus loin. S'il vous plaît. Quand on a un poisson au bout de la ligne et que c'est le moment de l'attraper, on fait des choses qu'on ne ferait sans doute pas en temps normal. Il va falloir que je traverse. Rien ni personne ne peut l'arrêter. J'avais très peur qu'il se noie. J'ai pensé qu'il pourrait se faire attaquer par le poisson, ou qu'il pourrait se prendre dans sa ligne et être emporté vers le fond. La joie que j'ai ressentie quand j'ai vu Jérémy de l'autre côté a vite disparu parce que je savais que du coup c'était à mon tour de traverser. Je ne pouvais pas nager avec la caméra, donc j'ai ramassé tout ce que je pouvais et j'ai couru. J'ai grimpé sur l'escarpement, j'ai longé la route sur peut-être 500 mètres, puis j'ai traversé un pont. J'étais éreinté. Et c'est là que toute l'aventure a vraiment commencé, avec ce gounge de la taille d'un homme sur cette berge dans le nord de l'Inde. C'est vraiment ça qui a permis tout ce qui a suivi, toutes ces autres aventures partout dans le monde. Et quelle incroyable épopée ça a été. Oui, oui! Regardez-moi ce poisson. Le monstre de l'Amazone. Cette rivière est infestée de piranhas. Oh mon Dieu! Sa mort! Quelle mâchoire! Ce poisson existe bel et bien.